Elle a dit un truc qui est vraiment intéressant, be the change you want to see, wish to see in the world. En gros, si vous voulez que quelque chose arrive, la meilleure chose, c'est de commencer par faire que ça arrive par vous-même. Et en fait, moi, il y a un truc qui m'a toujours intéressé, c'est que, en gros, je voulais que l'Alsace, que ici à Strasbourg, il y ait de l'innovation en développement de logiciels. Et en fait, merci. Un jour, quelqu'un m'a dit hey, mais toi, t'es un maker, c'est un terme qui commence à apparaître. J'ai dit, mais j'ai dû chercher moi-même, qu'est-ce que c'est? En fait, en gros, c'est quelqu'un qui fait. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que moi, je fais pour apprendre parce que j'aime bien apprendre. Et en fait, j'arrive pas à apprendre en théorie, donc j'apprends en pratique en faisant des tas de choses qui m'intéressent. Et du coup, ça fait que je fais des tas de choses complètement biscornues et incongrues. J'avais envie d'intituler ma présentation « Make Yourself ». Pourquoi? Parce qu'en fait, en faisant des choses, eh ben, on se construit soi-même. Et finalement, ça peut donc vouloir dire qu'un maker construit pas seulement des objets physiques, mais peut aussi construire des choses intellectuelles. Et on va voir tout ça dans la suite, quel genre de choses on peut construire en étant maker. Alors j'étais baigné très tôt dans l'esprit maker, puisqu'en fait, chez moi, mon père est technicien de maintenance de formation. Et en fait, il a une règle, c'est que les objets à la maison, ils cassent quand c'est lui qui a décidé qu'ils seraient cassés. Donc ça veut dire qu'en gros, ma voiture, par exemple, il a décidé qu'elle irait au moins jusqu'à 350 000 km. Ça va, elle tient bien. Sa tondeuse, alors il y a un autre principe, c'est que les objets qui lui vont pas, eh ben, il les modifie jusqu'à ce qu'il lui aille, quoi. Donc sa tondeuse, par exemple, eh ben, il lui rajoute plein d'options, quoi, pour qu'elle aille plus vite, pour qu'elle arrive à monter toutes les pentes, qu'elle arrive à couper toutes les sortes d'herbes, même les plus récalcitrantes, il bouge le réservoir parce qu'en fait, ça faisait caler la tondeuse parce que quand il monte des pentes trop élevées, etc. Donc je vous parle pas du tour qui s'est fabriqué, qui fonctionne avec une boîte de vitesse de 4L. Alors, ça en fait, du coup, on fait un saut en avant et voilà, je voulais vous parler d'un bel objet qui s'appelle Beluga. Alors Beluga, c'est un objet sur lequel j'ai travaillé avec ma société actuelle, dont on parlera un petit peu plus en détail tout à l'heure. Et en fait, c'était pour faire un saut vers un autre genre d'objet, mais cette fois que moi j'ai fabriqué avec mon équipe. Et donc ça, c'est un capteur de pollution qui se localise et qui mesure la pollution environnementale, les particules, et aussi les différents niveaux de gaz polluants. Voilà. Donc, juste pour vous dire qu'on peut on peut très bien baigner dans les tondeuses et arriver à faire des objets connectés. Mais ça sera pour plus tard. Alors, quand on est petit, on vous demande toujours « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand ?» Moi, mon idole, c'était Géo trouve tout. C'est celui à droite, voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, pour les générations plus récentes, c'est une sorte d'Iron Man, mais sans l'argent. C'est-à-dire qu'en gros, dans la bande à Picsou, c'était Picsou qui avait l'argent et Géo trouve tout qui avait les idées. Voilà. Iron Man, lui, il a la chance, il a les deux. Voilà, en tout cas, moi, Géo trouve tout, j'aimais bien parce que c'était les mecs, en gros, la bande à Picsou avait un problème et paf, il y avait Géo trouve tout qui bidouillait un truc de ouf et il les sortait de la situation. Bon, des fois, ça a merdouillé aussi, mais justement, c'est le principe du maker aussi, ça réussit pas toujours les choses du premier coup, heureusement. Ça serait déprimant. Alors du coup, tout inspiré que j'étais par Géo trouve tout, eh bien en fait, dans mon école primaire, un jour, je dépoussiérais un truc qui était là dans un coin. Alors ça s'appelait un TO7. Figurez-vous que dans les années 80, il y avait un plan génial. Il y a un ministre qui s'est dit aidons donc les industriels locaux, enfin les industriels français, et équipons toutes les salles de classe avec des super ordinateurs. C'était des TO7 fabriqués par Thomson. Donc les TO7, on les branchait à un téléviseur et en fait, on chargeait des programmes qui étaient sur des cassettes et après, on pouvait faire des super jeux éducatifs, etc. Bon, bien sûr, on avait oublié de former les profs et les instituteurs au passage. Du coup, ça prenait largement la poussière. Des fois, ça permettait de caler quelques bouquins. Alors du coup, moi j'ai trouvé ça, je me suis dit « Ah, c'est quand même vachement intéressant et tout ». J'ai commencé à dépoussiérer le machin et paf, à faire tourner les programmes qui étaient là-dessus. Après même, à commencer à programmer les machins. Du coup, c'était trop la classe, quoi. Il y avait même un pointeur optique, quoi. On pouvait pointer sur la téloche et puis jouer à des jeux. C'était un truc de ouf, quoi. Pour l'époque, c'était pas mal. Du coup, en fait, ça me fait venir vers un de mes adages et en plus, je me dis que finalement, on est dans le lieu idéal pour parler de ça. Finalement, j'aime bien la devise Shadok qui dit « Il vaut mieux mobiliser son intelligence
sur des conneries que sa connerie sur des choses intelligentes. Parce que quand on voit ce qui se passe au niveau politique aux États-Unis, on se dit que cette devise est de plus en plus vraie. Voilà, et donc du coup, vous allez voir que j'ai bien appliqué cette devise. Alors, on va avancer un petit peu, on avance un petit peu dans mon futur, enfin mon passé là du coup, parce que pendant mes études, j'ai eu la chance d'étudier dans 2 magnifiques villes. Qui est-ce qui reconnaît ces magnifiques bâtiments? Hein? Personne? Il y a quelqu'un qui a dit Belfort, c'est bien. À droite, c'est le Lion de Belfort. Ouais, un super bâtiment en hommage à Pierre d'Enfer Rochereau. Voilà, et à gauche, magnifique bâtiment, non je déconne, il est moche, c'est la Tour de la Liberté, c'est à Saint-Dié-des-Vosges, voilà c'est ça. Alors on m'a dit l'autre jour que c'était à Paris, puis ils l'ont déplacé à Saint-Dié. Quand on regarde le truc, on se dit ouais, on comprend pourquoi. Hein. Donc, bref, tout ça pour vous dire que j'ai fait des études qui étaient sympas en IUT, en école d'ingénieur. J'ai surtout appris que du coup, on pouvait s'éclater en faisant plein de projets super différents. Alors moi du coup, j'ai fait non seulement des études en informatique, mais du coup, j'ai fait des courts-métrages, j'ai fait des petits fanzines, des petits magazines, j'ai fait de la photo aussi, puis je me suis mis à la musique. Et puis j'ai aussi découvert qu'on pouvait faire de la robotique avec des copains à l'école d'ingénieur. Et ça m'a pas mal éclaté. Mais après, c'était la dure réalité du monde du travail. Il faut dire que bah voilà, c'est quand même une sorte d'atterrissage, quoi. On est là, on s'éclate, on est des copains, puis tout à coup, bah, il faut bosser, se pointer au boulot, faire un peu tous les jours la même chose et tout. Du coup, bah voilà, moi j'étais un peu là à remuer dans tous les sens, à dire ah ça me va pas, il faut changer ça, enfin comme on est quand on arrive et qu'on est dans un nouveau boulot, quoi. Et puis en plus, à force que je râle, bah, tous mes collègues m'ont dit hey, toi tu râles bien, tu devrais être délégué du personnel. Du coup, je me suis retrouvé délégué du personnel et on verra que bah, ça pourra peut-être servir plus tard de savoir à quoi ça ressemble une entreprise mais vue dans l'arrière-boutique. Alors, on continue. Ah ouais, bah alors il y a mes copains de l'UTBM, de l'école d'ingénieurs, qui sont venus me chercher, qui ont dit hey, tu sais quoi, c'était rigolo quand on faisait de la robotique ensemble à l'école, mais là, maintenant qu'on gagne bien notre vie, on pourrait faire la robotique pour de vrai, et puis genre, on met un peu des sous pour essayer de faire de vrais robots. Et donc en fait, on a fait la Coupe de France de robotique, avec, pendant 10 ans, j'ai fait la Coupe de France de robotique avec ma super équipe qui s'appelait la BH Team, voilà, c'est écrit là. Bon, BH Team, je peux vous le révéler, ça voulait dire Binous Team, voilà. Comment dire, on peut pas effacer ses racines d'ingénieur, quoi. Hein. Bref, donc, la Coupe de France de robotique, c'était quoi? Eh ben, chaque année, il y a un nouveau règlement qui sort. Vous avez la totalité de ce règlement de jeu qui est entièrement refaite. Et donc, c'est 2 robots ou 4 robots qui doivent se battre, mais de façon complètement autonome. Donc, en gros, vous les lâchez au début de la partie et pendant 90 secondes, ils doivent être autonomes et essayer de gagner le match en respectant les règles qui changent chaque année, quoi. Donc là, par exemple, cette année-là, on avait nos 2 robots, parce qu'en plus, on avait le droit d'en avoir 2, qui devaient faire des choses plus vite que les adversaires. En l'occurrence, c'était éteindre les bougies du gâteau d'anniversaire, renverser les cadeaux, parce que c'était les 20 ans de la Coupe de robotique, et puis encore ramener des bonbons ici, quoi. Voilà. Bon, c'était pas des vrais trucs, en gros, ils ramassent des objets sur le terrain. Nous, nos robots, on les avait appelés Sheldon et Leonard, voilà, en référence à Big Bang Theory, une série que vous connaissez, peut-être. Et en fait, bah, comme dans la vraie vie, enfin dans la vraie série, Sheldon était beaucoup plus doué et sarcastique que Léonard, donc il arrivait à renverser les cadeaux. Et Léonard, lui, il était un peu timide, donc des fois il y a des matchs où il a souvent décidé de ne pas démarrer. Mais aussi, c'est aussi ça les aléas du jeu. Donc voilà, c'était, comment dire, une époque assez passionnante, parce que bien sûr qu'on est au moment de la compétition en elle-même, qui a lieu 9 mois après que le règlement soit dévoilé, et bien on est pendant 4 jours entièrement dans une séquence où on dort quasiment pas de la nuit et on dort pas du jour non plus, et on essaye de faire le maximum pour que, à l'heure dite, au moment dit, pendant les 90 secondes du match, les robots fonctionnent le mieux possible. Alors du coup, vu qu'on était des gens du métier, il y avait des gens qui faisaient de l'électronique, de l'informatique, de la physique, la mécanique, voilà, on a fait des trucs de ouf, genre pouvoir simuler les déplacements de nos robots avant que les matchs soient lancés pour évaluer nos stratégies, visualiser les matchs après pour voir où est-ce que ça va merder, parce que bon, bien sûr, ça merdait souvent. Voilà, simuler les collisions, essayer de voir quelles seraient les stratégies qui apporteraient le plus de points. On s'est bien éclaté, et du coup on a fini à un moment à être en finale de la Coupe de France, on était qualifié pour la Coupe d'Europe.
Alors, ça se voit pas, mais on a des gueules complètement exténuées. Je vous le dis pas parce que là, à ce moment-là, vous êtes vraiment raplapla, quoi. Surtout que la finale se déroule en plusieurs matchs et tout. Voilà, on avait une jolie petite coupe en main. Par contre, on n'avait même pas prévu d'être sélectionné pour la Coupe d'Europe. Du coup, au résultat, on n'a pas pu y aller. C'était en Russie. On n'avait pas prévu de poser des congés, voilà. Mais c'était pas de bol, quoi. Voilà. Mais en tout cas, ça a été vraiment des super souvenirs toutes ces années. Je sais pas si vous voyez en fait sur les photos même là, quand il y a les matchs, il y a des mascottes tout autour et tout. Enfin, il y a une ambiance vraiment de folie. Alors, mais à un moment, en fait, bon, faut quand même s'arrêter, voilà, on commençait à prendre un petit peu de la brioche, de la bouteille, bon bref, on était un peu âgés, et donc on se dit, voilà, là, il y a des gens qui voulaient peut-être acheter une maison, un appart, avoir des enfants, et c'est le genre de vie qui est pas trop compatible avec partir régulièrement les week-ends pour aller bosser sur des robots. Alors, du coup, moi, je me suis dit, voilà, parce qu'il y a une autre citation que j'aime bien. D'ailleurs, en fait, elle n'est pas de Gandhi, qu'est-ce que je dis? En fait, elle est d'une meuf qui s'appelle Arlene Lawrence, mais en gros, tout le monde a cru que c'était Gandhi qui l'avait dit. Elle a dit un truc qui est vraiment intéressant, be the change you want to see, wish to see in the world. En gros, si vous voulez que quelque chose arrive, la meilleure chose, c'est de commencer par faire que ça arrive par vous-même. Et en fait, moi, il y a un truc qui m'a toujours intéressé, c'est que, en gros, je voulais que l'Alsace, que ici à Strasbourg, il y ait de l'innovation en termes de start-up, de développement de logiciels. Et en fait, j'ai trouvé des gens avec qui on partageait ces mêmes valeurs. C'est l'association Alsace Digital, dont le but est de faire qu'il y ait un écosystème d'entrepreneuriat, d'innovation dans les nouvelles technologies, et de faire que la région soit aussi prête à cette vague de la transformation qu'est la transformation numérique. Donc en gros, avec ces gens qui se sous-titrent les pionniers de l'inévitable, pendant aussi pas mal de temps, j'ai fait de l'organisation d'événements, donc comme le Startup Weekend qui vient d'avoir lieu le week-end dernier, mais aussi le Hacking Industry Camp. On a organisé des événements ici sur la presqu'île Malraux, on avait 6000 personnes dans une soirée électro, on a fait pas mal de collaborations avec le Shadok, tout ça pour en fait faire que des gens créent des nouvelles boîtes dans le domaine du numérique, et puis faire qu'il y ait des gens qui se rencontraient pas avant, qui se rencontrent. Alors c'est intéressant parce que du coup, faire de l'associatif comme ça dans une grosse asso, on fait pas mal de paperasse pour essayer de décrocher des subventions, pour essayer de convaincre les gens que ce qu'on fait c'est utile. Alors des fois ça marche, souvent ça marche pas, mais voilà, en tout cas ça apprend à faire plein de choses, à recruter des gens, à gérer des problématiques qu'on n'est pas habitué à gérer dans la vie courante. Et moi en fait en particulier, il y a deux événements qui me tiennent à cœur, c'est HackSXB, qui en fait est un rendez-vous de maker le dernier vendredi du mois. Donc le prochain, ça doit être la semaine prochaine, où en gros, le principe, c'est les gens viennent bidouiller à la plage digitale, ici à côté, sur les projets qu'ils ont en ce moment, et surtout, le principe, c'est de partager avec les autres. Et ça, c'est un concept que j'aime vraiment bien. Et en fait, à un moment, on s'est rendu compte que les entreprises locales avaient un peu besoin qu'on leur insuffle cet esprit-là d'innovation, de remettre en cause les choses. On a créé un événement qui s'appelle Hacking Industry Camp, où en gros, l'idée, c'est de faire se rencontrer le monde des innovateurs et le monde des industries un peu établies, quoi. Voilà, il y en a qui existent depuis plus de 100 ans ici dans le coin. Et donc voilà, ça fait un mélange qui est vraiment intéressant. On fait la 5e édition qui a eu lieu cette année. Et voilà, il y a une vingtaine de projets qui sont nés pendant ces événements qui sont passés en production, donc qui ont donné des réalisations concrètes. Voilà, dans ma vie, j'ai aussi contribué à un projet qui s'appelle La Fabrique. La Fabrique, c'est quoi? C'est un makerspace, un espace de partage, un centre de production partagé, c'est-à-dire un endroit où les gens mettent en commun des machines, des outils. Et en fait, à l'époque, au tout début, j'ai un copain qui m'a fait rencontrer un autre gars un peu fou, qui s'appelle François, et qui avait une idée un peu folle de mettre en commun des machines que normalement auxquelles tout un chacun qui veut faire des choses ne pourrait pas avoir accès. Donc François était à la recherche d'un local, cherchait à monter une association, tout ça, donc j'ai fait un petit bout de chemin avec lui. Et maintenant, La Fabrique, ça existe, c'est Route des Romains, à Königshofen, et si vous avez des projets à réaliser dans le domaine du bois, du métal, de la soudure, mais il y a aussi un atelier couture, il y a des ateliers électroniques, allez-y, c'est vraiment un endroit super sympa avec des gens qui sont des ressources précieuses dans des tas de domaines. Et donc en fait, en montant ce projet-là, j'ai rencontré des gars qui s'appellent
Manu, Joël et Johan. Et en fait, avec ces gars-là, on s'est dit, tiens, on ferait bien un projet dans les objets connectés. Manu est passionné de vélo et donc, en fait, son idée, c'est de localiser les vélos volés. On s'est retrouvé à monter des réseaux radio pour localiser des objets, transmettre des données. Enfin voilà, j'ai appris des tas de choses dans des tas de domaines. Et c'est là qu'en fait, de maker d'objets ou voilà, on se retrouve maker d'une entreprise. Et en fait, une entreprise, c'est pas juste genre des locaux et des gens qui sont assis dedans. Non, non, c'est en fait... un business model, c'est-à-dire il faut concevoir une manière de gagner de l'argent et d'arriver à payer les gens qui sont dedans. Et du coup, on construit en quelque sorte une sorte d'objet intellectuel qui produit en même temps des objets, qui conçoit des produits. Et en fait, du coup, on passe à un autre niveau de maker. C'est ce que j'ai appelé dans ma description le makerpreneur, mais c'est un peu ça, parce qu'en fait, les créateurs d'entreprises sont des makers, pour moi, à part entière. Alors du coup, c'est intéressant parce que quand on est maker d'entreprise, après, on recrute des gens, l'équipe s'agrandit, on se fait des t-shirts, on essaie de créer un vrai esprit d'entreprise. Alors du coup, voilà, ça fait plaisir d'avoir une équipe qui grandit, mais on se confronte aussi à des choses comme la paperasse, voilà, comme tout ce qui est démarche administrative. Et en fait, du coup, il faut pas tomber dans un travers qui pourrait être un peu le travers des makers. C'est en gros, encore une fois, une devise Shadok, quand on sait pas où on va, il faut y aller le plus vite possible. En gros, ça serait une erreur, on va dire, de foncer le plus vite possible, parce que dans le monde de l'entreprise, il y a une démarche qui, en fait, ressemble aussi un petit peu à la démarche des makers. C'est ce qu'on appelle ici une démarche lean. C'est en gros de dire, finalement, comme un maker, on va essayer de construire quelque chose, de voir si ça marche ou si ça prend feu d'un coup, d'apprendre de ses erreurs, c'est-à-dire j'avais branché les fils de traviole, et puis de refaire une nouvelle chose. Et en fait, les entreprises font ça aussi, sauf qu'une entreprise, elle peut faire ça tant qu'elle a de l'argent sur le compte en banque, et quand il n'y en a plus, il faut fermer boutique, et quand on a trouvé un modèle qui est répétable, il faut essayer de ce qu'on appelle scaler, c'est-à-dire arriver à répéter ça le plus de fois possible, et à améliorer les process. Alors du coup, en tant que maker, des fois on se sent un petit peu, pas bien parce qu'on se dit, finalement on est obligé de tout faire, mais pas bien. On peut pas trop se concentrer sur les choses. Et ça, c'est vrai que c'est un petit peu difficile parce que, à force de sortir de sa zone de confort, on se retrouve des fois à faire des choses qu'on n'est pas du tout habitué à faire et on se sent pas bon. La différence, c'est qu'en fait, dans une entreprise que vous créez, il n'y a personne au-dessus de vous. Donc en gros, si personne le fait, personne ne le fait, quoi. Donc à la fin, on se retrouve un peu la voiture balai, et puis à se retrouver à faire tout ce que les autres, tout ce qui n'est pas fait, puisque c'est forcément à vous de l'assurer. Donc du coup, des fois, on est un petit peu découragé, à se dire, merde, encore de la compta à faire, encore tel dossier de subvention à remplir. Voilà, ou alors, tiens, les bureaux sont trop petits, on va faire des travaux, faire des nouveaux bureaux, il faut poser les goulottes et puis poser un nouveau réseau. Mais on fait aussi des trucs sympas comme se balader sur une plateforme portuaire et puis poser des trackers GPS sur des conteneurs, débugger du code à 20 mètres de haut au-dessus de la flotte, ou se balader sur des grues porte-conteneurs. Ou alors on va sur les toits au 17e étage d'un immeuble et puis on accroche des antennes. Ou alors on fait juste les kékés sur les toits, voilà, parce que des fois ça arrive, il faut toujours faire des photos. Ou alors des fois on se retrouve aussi à débugger du code en plein milieu de la nature ou presque, parce que là, en plein milieu du champ, ça marchait plus, quoi. On se retrouve aussi à pitcher, c'est-à-dire présenter son projet, assis, debout, couché, en français, en anglais, en 30 secondes, en 5 minutes, en 15 minutes. Voilà, ça c'est un exercice qu'il faut souvent répéter. Et puis faire de la gestion de projet, parce que voilà, il faut décider de qu'est-ce qu'on fait, écrire des post-it, jeter des post-it, bouger des post-it, tout le temps revoir ses priorités. Puis bien sûr, débugger du code, nous, dans les objets connectés, concevoir des cartes électroniques, et puis surtout, pas pouvoir appeler le support, parce que c'est vous qui avez conçu les cartes électroniques, donc si ça marche pas, c'est de votre faute, quoi. Donc en gros, si ces 3 maudites cartes électroniques voulaient pas communiquer entre elles, c'était de notre faute, donc on avait jusqu'au lendemain matin pour arriver à faire fonctionner ça. Aller dans les Alpes pour tester un système GPS, ça c'était un très bon souvenir d'aller, voilà, des fois faire des tests en pleine nature. Il fait un temps magnifique, et puis en plus, pour une fois, le code fonctionnait parfaitement, donc c'était nickel. Voilà, en fait, je pourrais continuer, ou plutôt finir avec une slide comme ça, c'est-à-dire vous dire que on n'est jamais aussi bien battu que par soi-même, autrement dit, on se définit ses propres limites. Mais j'aimerais terminer sur une note plus optimiste qui est de dire,
Un bateau, là où c'est le plus en sécurité, c'est à quai, mais c'est pas pour ça que les bateaux sont faits. Donc en fait, pour revenir sur mon début qui était de dire make yourself, eh ben, je souhaite de vous construire et d'aller loin avec votre bateau. Vous avez des questions? Je vous avais prévenu, hein, c'était cafouillis. Hein. Je trouve succulente ton histoire parce qu'effectivement, on s'est croisés il y a 3-4 ans, on s'est peut-être plus croisés depuis un bout de temps, et de voir qu'il y avait chez toi une foultitude de manières d'entreprendre. Et c'est ça que je trouve qui est intéressant dans cette semaine de l'entrepreneuriat européen. C'est grâce aux conférences dont tu fais partie là ce soir, et puis les suivantes, c'est que on peut entreprendre pour soi, on peut entreprendre dans le privé, on peut entreprendre dans le public, on peut entreprendre dans l'associatif. En fait, c'est entreprendre avec un large spectre, et je pense que tu les as toutes faites, non? Là, c'est une question. Ouais, non, c'est vrai qu'effectivement, c'est vraiment un constat que j'ai fait aussi à une époque, de se dire qu'on peut être entrepreneur de plein de manières, et l'important, c'est d'oser et d'essayer de faire les choses, parce qu'en fait, finalement, la différence, c'est qu'il y a des tas de gens qui vont simplement pas oser faire, par peur de l'échec, de la critique ou des choses comme ça, mais au final, souvent, les gens qui vont critiquer, c'est ceux qui n'auront pas tenté, quoi. Les autres qui ont tenté quelque chose vont voir que vous faites quelque chose et vont dire « Ah ben voilà, ils vont comprendre dans quel état d'esprit vous êtes et quelle énergie vous a fallu pour lancer la moindre chose. » Et effectivement, c'est quelque chose, à partir du moment où vous avez eu le déclic et de vous lancer dans quelque chose, ça devient limite comme un réflexe, comme une drogue, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, vous dites ah mais tiens, mais ça aussi je pourrais le faire, il suffit il n'y a plus qu'à, ah oui je lance ça, machin, et telle personne, voilà. Donc après il faut un peu se freiner aussi, hein, c'est-à-dire de se dire pas plus que X projets à la fois, ou un derrière l'autre les projets s'il vous plaît, voilà. Voilà, mais en tout cas je pense que s'il y a bien quelque chose qu'il faut retenir de cette semaine, et vous verrez avec ce dont Laura va vous parler, c'est que voilà, des fois il faut se bouger et il arrive des choses magiques. Tu as eu le côté associatif, le côté... je pense que tu as eu 3 aspects. Tu as eu le côté avec des amis, où tu as construit des choses, tu as eu le côté associatif, tu as eu le côté entrepreneurial. Quelles sont les différences fondamentales entre tout ça et les paliers que tu as franchis? Waouh, alors ça c'est excellent que tu aies fait ce parallèle-là, parce que cette comparaison-là, parce que moi j'avais jamais vu les choses sous cet angle-là, mais... C'est vrai que c'est très différent parce que tu montes pas les projets pour les mêmes raisons. On va dire que quand tu fais un projet avec des amis, ce qui va être important pour toi, ça va être que l'amitié perdure ou persiste. Parce qu'en fait, tu vois, l'équipe de robotique, on gagnait pas d'argent dessus, c'était même une perte sèche chaque année, mais par contre, on gagnait énormément en compétences et puis en expérience, enfin, vécu ensemble, quoi. Donc c'était vraiment ça qui drivait le truc, et aussi on va dire l'expérience technique de réaliser quelque chose, quoi, le dépassement de soi. L'expérience associative, c'est plus pour les valeurs qu'on le fait, et après, c'est sûr que les gens qui sont dedans, c'est aussi super important, parce que voilà, tu vas pas faire quelque chose pour lequel tu gagnes pas ta vie, et en plus être avec des cons, quoi. Donc c'est vraiment important je veux dire, il y a les valeurs et il y a les gens avec qui tu le fais. Sinon, si les deux sont pas là, tu vas quitter l'associatif, quoi. Et l'entreprise, surtout en fait, en plus, fonder une entreprise, une start-up, c'est à la fois une adhésion sur les valeurs, parce que tu es obligé de t'y mettre vraiment à fond. Il faut que les gens avec qui tu le fais, il faut que ça passe bien le courant, mais contrairement à un projet associatif, et encore plus différent d'un projet que tu ferais avec des amis, c'est pas toujours des gens que tu connais super bien, quoi. Donc c'est un saut dans l'inconnu pour d'autres raisons. Et en plus, la difficulté d'un projet d'entreprise, c'est qu'il faut que tu gagnes ta vie avec. Donc en gros, il y a cette pression supplémentaire qui apparaît, et qui fait que du coup, on va dire, les émotions sont plus intenses dans ce genre de projet-là aussi, quoi.
Il y a de plus en plus de grandes entreprises qui cherchent à envoyer leurs salariés en stage chez les makers, dans les makerspace. C'est aussi des offres qui se sont mises en place pour je pense, revenir à une innovation un peu plus frugale ou à une démarche qui sort les salariés d'un système plus ou moins administratif ou figé. Qu'est-ce que tu penses de cet aspect-là ? Ben, je pense que c'est intéressant parce que, bon, surtout quand on est dans une boîte, imagine quelqu'un qui a fait ses études et puis tout à coup, je sais pas, il rentre chez EDF ou n'importe quel groupe où il y a plus que 10 000 salariés. Tu es dans des conditions de confort qui sont incroyables, quoi. Enfin, en même temps, tu es dans des conditions de confort, c'est-à-dire que l'entreprise a les moyens, mais d'un autre côté, tu as quand même tout des strates hiérarchiques qu'il faut arriver à franchir pour innover, pour faire la moindre chose. Et ça, c'est un petit peu compliqué et ça freine l'innovation. Donc, voilà, envoyer des salariés dans un monde comme ça de maker où les gens se débrouillent avec des bouts de ficelle, c'est intéressant parce qu'on se rend compte que finalement, des fois, il suffit de pas grand-chose pour débloquer un problème. Donc, c'est sûr que c'est bien d'acculturer les gens au monde des makers, des entrepreneurs. C'est ce qu'on fait avec Alsace Digital, avec le Hacking Industry Camp. Après, ce qui est compliqué, c'est le retour à la réalité. C'est-à-dire, quand les gens ils reviennent de ces stages-là, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que après, si vous n'avez pas... Enfin, en gros, parce que les startups de nos jours, c'est un mot à la mode, quoi. Donc, on appelle ça le startup washing, comme il y a eu le greenwashing. En gros, on se dit, tiens, on va mettre nos gens en mode startup, on va les envoyer dans un makerspace, et puis ils vont faire des trucs cool, et après, ils vont nous lâcher la grappe. Mais non, en fait, si votre stage, il est réussi, et vous avez envoyé des gens dans un makerspace, après, ils reviennent, ils sont chiants. Parce qu'en fait, ils disent... Là, le truc, il suffirait en une journée, là, c'est débloqué si j'arrivais à débloquer le budget, machin. Ah, mais tu comprends, il y a machin de la compta, elle a bloqué le budget, machin, truc. Alors là, du coup, il y a de la frustration. Donc, il faut vraiment faire attention quand on envoie des gens dans un environnement qui est innovant, parce que si l'innovation, après, elle remonte pas dans l'entreprise, et si c'était juste pour faire bien, ce qui se passe, c'est que les gens partent. Parce qu'en fait, ils disent, ouais, en fait, ailleurs, ok, il y a peut-être moins de moyens, mais au moins, je peux faire les choses, je peux faire avancer. Donc, bonne idée, mais il faut aller jusqu'au bout, quoi.